Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 8 janvier 2025. Alors aujourd'hui encore beaucoup de volatilité en bourse. C'est toujours Donald Trump qui fait des siennes, mais on a l'habitude, on avait déjà ça il y a quelques années quand il était au pouvoir, notamment avec la guerre commerciale qu'il avait un peu entamée avec la Chine, avec un jour une annonce, le lendemain le contraire et ainsi de suite. Alors on a eu la même chose notamment sur les droits de douane avec des droits de douane très élevés. Le lendemain, son équipe dit qu'on va pas mettre de droits de douane sur la plupart des valeurs, sauf les valeurs stratégiques. Et puis aujourd'hui, on veut faire passer une loi d'urgence spéciale pour mettre des droits universels très importants. Donc ça va durer probablement encore tout le mois de janvier. Ce qu'il faut, c'est se focaliser un peu sur les tendances de fond, les secteurs qui peuvent performer et se servir uniquement de cette volatilité, de ces mouvements à la hausse comme à la baisse pour essayer d'optimiser ses rentrées ou ses sorties si on veut. Si on joue le court terme, évidemment, si on joue le moyen long terme, c'est des micro-mouvements qui forcément vont être plus pénalisants qu'autre chose et vont pas servir parce qu'ils vont envoyer peut-être des faux signaux d'entrée ou des faux signaux de sortie à court terme, à moyen long terme, ça ne changera rien. Par contre, ça peut être intéressant, oui, pour le trading et éventuellement pour choper des actions un peu plus bas ou faire du court terme, notamment sur quelques jours et sur des annonces. On va voir aussi quelques chiffres économiques qui sont tombés. On fera un focus sur les 40 actions du CAC 40 et puis quelques autres valeurs qui ont pas mal bougé, notamment. Allez, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer par l'indice du CAC 40, après on fera à la fin toutes les valeurs. Juste pour voir qu'on a toujours cette résistance, on en avait parlé hier ou avant-hier, notamment l'ancienne zone de gap ici, du 29 octobre, 7506 points qu'on avait comblé quelques jours après avec une mèche, on le voit ici assez fortement, mais on n'était jamais revenu au-dessus. On l'avait refrôlé ici à nouveau un échec le 9 décembre, donc on le voit. Hop, rebond, échec, et on y revient, on fait encore un échec. Alors la chose positive, c'est quoi? Le rachat sur support, les 7083. Et ce qu'on a rendu cette fois, on n'est pas allé sur les 7083, on est allé à peu près à la moitié. Donc on rend de moins en moins et on attaque cette résistance avec plus de force. Donc potentiellement, c'est déjà un gap qui a été comblé. C'est quelque chose qu'on devrait casser. Maintenant, il faudrait toujours avoir les catalyseurs. Et évidemment, ce qu'on a dit au début avec les annonces de Trump, ça peut faire un peu varier, mais ce qu'il faudrait, c'est l'énergie. Et on va le voir après avec Total, c'est pas mal. Tout ce qui est énergétique, pétrole, mais pas seulement, électricité aussi. Ça peut aider le CAC. Quant au luxe, je pense que tout ce qui est droit de douane, on l'a vu, ça a encore pesé, notamment sur le luxe aujourd'hui. Il faut vraiment avoir une reprise intéressante, notamment de la part de la Chine, pour aider le CAC, parce que aujourd'hui, le CAC, c'est quoi? C'est luxe et énergie, en gros. Un petit peu industrie, mais c'est relativement faible sur la pondération. Donc ce graphe-là, il va pas prendre des petites valeurs comme, je crois, Unibail ou Téléperformance qui cotent à moins de 1% de pondération. Donc c'est pas ça qui va nous intéresser. Allez, avant de voir les valeurs du CAC, on va voir aussi, on va voir Batman, les nouvelles stars du secteur américain. Et quelques chiffres, notamment aujourd'hui. Les ventes au détail en Allemagne qui sont revenues mauvaises. L'Allemagne qui a vraiment beaucoup de mal. On est censé, avec la France et l'Allemagne, être un leader un peu en Europe. L'Allemagne, c'est quand même assez moyen. Ils peuvent remercier SAP, notamment pour leur parcours en bourse en 2024, mais et Rheinmetall avec la guerre en Allemagne. Mais sinon, c'est assez mauvais, les chiffres macroéconomiques que nous donne l'Allemagne depuis plusieurs mois maintenant. On est revenu en négatif sur le mois. Création d'emplois non agricoles, donc c'est les chiffres ADP, on est revenu à 122 000, donc un peu moins de création. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, là c'est plutôt marquant parce qu'on est à seulement 200
000 créations d'emplois. Et on le voit sur ce graphe. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, super basses. Alors, quand on revient sur des points bas, généralement, on a des rebonds, forcément, mais on voit qu'il y a assez peu d'inscriptions au chômage, c'est-à-dire qu'il y a quand même, alors à moins qu'ils fassent un peu la technique de la France, mais je ne crois pas, sur les radiations, on a encore une preuve peut-être qu'on a un marché de l'emploi américain toujours super important, super résilient par rapport à d'autres secteurs, parce qu'on n'a pas une masse de chômage et de chômeurs super importante, on le voit, hein, c'est toujours plutôt réduit. Donc, toujours un point pour les États-Unis, le secteur un peu à jouer en ce moment, plus que jamais, parce que les autres secteurs sont pas terribles. Et puis, le stock de pétrole brut, on a encore baissé. Alors, on baisse de moins en moins, hein. On baissait il y a quelques semaines à moins 4 millions, on était à moins 1 million encore la semaine dernière, moins 1,1. Là, on est à moins 0,9 millions. Donc, ça soutient quand même la demande. Alors, il y a toujours plus d'offres que de demandes au niveau du pétrole. Mais les stocks sont quand même pas forcément pas forcément au maximum. On voit qu'on pioche dedans toujours, donc là aussi et surtout sur le secteur des États-Unis, donc toujours le secteur à jouer, je pense. Avant de voir Batman, on va voir juste quelques valeurs, notamment une sur l'or qui me semble intéressante. On en avait parlé. On est un peu sur des zones de réaction maintenant, hein. Il y avait Newmont aussi, on le voit. Barrick Gold qui est en train de congestionner juste sous l'oblique. On a fait le deuxième point d'impact ici, sous la moyenne à 200 qu'on a cassé. À long terme, on a éventuellement une oblique ici sur laquelle on est un peu au-dessus. C'est un peu la dernière chance sur Barrick Gold. Si on n'est pas capable de remettre le cours au-dessus des 16 $, il faudra se poser des questions sur les minières or. À noter quand même qu'il y a toujours pas mal d'achats sur l'or, hein, en physique, notamment sur les banques centrales. La Turquie a énormément acheté d'or, la Pologne aussi, l'Inde forcément, hein, super marché, et la Chine, hein, qui font partie des principaux acheteurs. Donc le prix de l'or lui aussi est toujours plutôt tiré vers le haut. Il faudrait que les minières maintenant suivent le pas après la grosse conso, hein, du mois d'octobre. Je voulais voir également deux valeurs françaises, à savoir Nexans, qui s'est fait un peu peur aujourd'hui. Et on le voit, Nexans, par rapport à son secteur, hein, le CAC Industrie. Ici, on est au mois de juillet, donc cet été. Elle a amplifié les bonnes performances du secteur avant de consolider et de dégrader un petit peu. Alors, on a Prysmian qui fait un peu la même chose que Nexans, mais en Italie, qui est beaucoup mieux. On va le voir. Prysmian, donc qui a fait la même consolidation, mais on le voit, hein, avant la moyenne à 200 et qui est déjà en train de repartir et qui a un graphe relativement fort et super intéressant. Donc, dans le secteur des câbles, hein, électrification et câbles notamment, et Nexans, eux, ils sont un peu moins bien, parce qu'ils ont eu cette même période ici, hein, depuis le mois d'octobre, avec la consolidation sur la moyenne à 200. Et après, c'est un peu dégradé. On n'a pas réussi à le redépasser. Et depuis tout le mois de décembre, on descend. Et aujourd'hui, on a fait une grosse baisse à moins 4,5. Alors moi, ça me semble pas encore catastrophique parce que d'une part, les fondamentaux sont plutôt costauds. L'année devrait être bonne. On espère notamment battre le record de 2023, hein, sur le chiffre d'affaires. Alors je crois que c'est autour du 19 ou 17 février les résultats. A priori, on devrait encore performer. La conso, elle a déjà eu lieu, hein, donc on l'a pas acheté ici, on l'a acheté relativement proche d'un niveau clé ici autour de la moyenne à 200. On a le support ici des 96, plus haut de septembre 2022, plus haut de octobre 2022, encore un échec en février 2023. On y revient finalement ici en mars 2024, et on le voit, on a du mal à le passer, hein, les 96.1.8, et on le passe finalement ici fin avril, début mai. Donc c'est vraiment une zone clé intéressante.
qui a vraiment bien embêté le cours pendant un moment. Et on y revient presque. 96,8, on est à 88,8, donc on est à 2 euros. On s'est même rapproché avec la mèche du support. C'est pour ça qu'on est à moins 30 aussi niveau RSI, donc c'est pour ça que je pense qu'on va encore avoir cette petite phase de conso et il faudrait quand même tenir ce support. Si on le tient, on a quand même de belles chances de rebond. Par contre, oui, si on vient à l'enfoncer, on sera un peu plus inquiet sur Nexans. Donc voilà, techniquement, c'est ça qu'on peut espérer. C'est un peu le travail qui se fasse ici ces prochains jours. Et une réaction, on a quand même pas mal de volume, notamment sur les prises de bénéfices. Et dernièrement, on n'avait rien eu, hein, mais c'était la semaine jour de l'an et Noël. Donc c'est quand même un graphe à surveiller. Mais pourtant, la visibilité est super bonne, les fondamentaux aussi. Donc ça mérite quand même de rester un petit peu. Et je pense pas que ce soit le meilleur des moments pour partir ici quand on regarde un peu tous les indicateurs. On a également Vallourec qui fonctionne bien parce qu'ils ont annoncé le retour du dividende notamment. Alors toujours beaucoup de ventes à découvert sur Vallourec. On est toujours à près de 8%. C'est énorme. Ça reste. On le voit avec les volumes, notamment l'annonce du dividende. Le petit gap, il n'est pas énorme, mais il est là, hein, entre les 17,16 et les 17,365, il y a un gap. On est allé chercher la zone de résistance ici à 18,2, c'était le plus haut du mois d'avril 2024. Et on a comme objectif la zone de gap de 19,081, c'était on va le remettre, le gap baissier qui avait un peu mis Vallourec sa période négative depuis 2020. Hein. Donc toujours plutôt largement favorable. Hein. On en avait parlé notamment avec tout ce gros travail cet été. On est sorti par le haut hein, ici fin octobre, début novembre. On a toujours la possible rachat d'ArcelorMittal avec une OPA peut-être en cours, on verra. Donc toujours favorable et malgré le fait qu'on ait encore beaucoup de VAD, ça peut faire quand même un short squeeze parce que plus le cours va monter, plus ça va mettre la pression sur les vendeurs, hein, 8% du capital, et éventuellement faire exploser le titre. Alors ça fera pas forcément les affaires d'ArcelorMittal s'ils veulent les racheter. S'ils veulent les racheter, il faudra qu'ils se dépêchent quand même un petit peu. Mais oui, on est toujours largement plutôt haussier hein, sur Vallourec. Et voilà. Et on va voir, donc avant de faire les valeurs du CAC 40, on va voir Batman. Batman, c'est quoi? C'est Broadcom, Alphabet, Amazon, Tesla, Microsoft, Meta Platform, Apple et Nvidia. Donc c'est anciennement les 7 magnifiques auxquels on a rajouté le 8e Broadcom. Et ça fait Batman, on va voir les performances et notamment... alors ça a pas mal bougé encore aujourd'hui, on était un peu rouge tout à l'heure. Ça remonte déjà. Alphabet, on a parlé souvent, un risque de démantèlement, mais pour l'instant, le marché ne le joue pas tellement ce risque-là, notamment avec Chrome et Android pour Monopole. On a toujours aussi tous les investissements qui ont été faits dans l'IA et leader évidemment hein, sur le moteur de recherche et l'ordinateur quantique hein, d'Alphabet qui a été annoncé il y a quelques semaines, c'était début décembre, qui pourrait complètement révolutionner hein, selon les applications qu'on lui trouve, pas mal de secteurs éventuellement en recherche, mais en tech forcément, ça peut être super favorable. Donc toujours favorable hein, sur Alphabet, c'est un monstre, c'est une des plus grosses capitalisations mondiales. Et malgré ce risque hein, de démantèlement, s'il a lieu, on verra, il y aura une grosse bataille juridique de toute façon. Le marché reste acheteur hein, sur Alphabet, donc moi aussi je suis dessus. Alors là j'ai mis la classe A, c'est pour ça, pas mes graphes. Alors classe A, c'est les droits de vote hein, supérieurs, et puis classe C,
c'est sans les droits de vote importants, donc plutôt intéressant pour le dividende notamment. Donc on va plutôt prendre la classe C, à moins que vous ayez des millions à acheter et que vous vouliez voter au conseil d'administration. C'est mieux de prendre la classe C Amazon. Amazon qui est une petite phase de conso, toujours aussi largement favorable sur Amazon. On a parlé de son cœur de métier et aussi d'AWS qui leur fait gagner de plus en plus d'argent récemment, là aussi avec l'intelligence artificielle. Techniquement, il y a un petit gap qui a été créé, rien de nouveau, on va pas répéter ce qu'on a dit dernièrement. Toujours haussier moyen-long terme. On verra si on ira combler cette zone de gap ou pas, mais elle en a fait déjà pas mal. Elle en a fait une ici aussi le 29 novembre, elle en a fait le 31 octobre. Et il n'y a pas tellement de points négatifs sur cette valeur. Apple, ce qui me gêne un peu notamment, c'est les ventes de smartphones qui sont un peu décevantes. Alors Apple, c'est pas que ça forcément, mais c'est quand même une part importante de leurs revenus. Et malgré ça, ils sont quand même très, très bien valorisés, hein. Là aussi, je sais pas s'ils étaient premiers ou pas. Je crois qu'ils sont repassés devant Nvidia. Donc, est-ce qu'on pardonnera autant à Apple ou pas? Euh, ce- des résultats un peu moins bons, on verra parce qu'on valorise quand même super haut. Si c'est pas porté aussi par des chiffres exceptionnels, alors il y a les marges hein, forcément, mais en termes de volume, Apple est un peu moins bien. Donc c'est une valeur dont je me méfie un petit peu, même si techniquement on est plutôt propre. Alors on a noté hein, les 236 qui devraient normalement faire un retest. Et donc s'il y a rebond, ce sera intéressant de se replacer sur Apple. Mais pour l'instant, à court terme, on est plutôt en petite phase de consolidation Broadcom. Donc c'est un peu le Nvidia bis qui va pas mal aussi vendre de puces. On a fait ce gros gap notamment hein, ici entre le 12 et le 13 décembre. Depuis, on congestionne un peu. Hop. Euh, le but, bah, c'est de ne pas combler trop tôt, même voire pas du tout cette zone de gap, et de repartir, mais forcément avec le gros boom qu'elle a eu. On va voir, ça se voit pas forcément ici. 38% hein, en deux séances. Il faut que ça vende et il faut que ça digère ici. Et ça va mettre certainement quelques semaines, peut-être un peu de baisse avant de repartir là aussi. Hein, secteur semi-conducteur, tech et puces, toujours favorable pour 2025. Mais à court terme, peut-être pas le meilleur des moments. On attendra encore le retour, notamment des moyennes les plus hautes. Meta Platform euh, qui continue sa progression là aussi avec la publicité notamment. Hein, sur Facebook, mais pas seulement. Il y a Facebook, il y a Instagram aussi et WhatsApp notamment. Enfin, c'est toute une galaxie méta. Bah, techniquement, ça ressemble presque à Netflix aussi. Hein. Ça fait que monter. On a pas mal de visibilité aussi. Donc, à court terme, là aussi, on l'a un peu haut, un peu cher. Mais on va jouer plutôt le moyen long terme ou éventuellement des résultats sur Meta Platform. A priori, on le voit déjà eu ce retest ici sur les 542, hein, 530, 542 qui avait cassé au mois de septembre. On y est revenu quasiment ici au mois de novembre et on repart. Toujours plutôt aussi, on est en trend following sur Meta Platform. Microsoft. Il y avait une petite phase de congestion. Toujours leader, aussi un des leaders sur l'IA, et puis tout le secteur un peu aussi jeux vidéo, ils sont renforcés. Microsoft, donc petite phase de congestion, on était sorti, on y revient, et on revient sur toutes les moyennes rassemblées. Plutôt favorable aussi, on le voit qu'à court terme, on revient. Alors, les mouvements sont pas très forts, on revient qu'un peu dans des zones de neutralité au niveau MACD et RSI. Et surtout cette zone-là, les 428, hein, qui était le plus haut, qui avait donné du mal un peu à la valeur, pas mal de fois, ont été un peu transpercés partout et on est très proche. Et finalement, bah, on voit cette volatilité hein, qui a tendance quand même à s'effriter. Donc peut-être une nouvelle grande tendance. Et ce qu'on peut voir, c'est ces pointillés roses, la moyenne à 200, sur lequel on est revenu, on a accumulé,
dont on pourrait repartir. Donc là aussi, sur Microsoft, c'est pas ça largement favorable, hein, pour un retour, même si techniquement, on n'a pas encore ces signaux. Pour le moment, Nvidia, là aussi, on avait les annonces de Trump, hein, donc un coup, moins de douane, pas trop de problèmes à l'exportation, ça monte. Le lendemain, il dit l'inverse, ça redescend. Mais on voit que ça ne veut pas consolider plus que ça sur Nvidia. Toujours leader, hein, sur l'IA générative, avec des investissements colossaux qui sont faits, hein, de la part d'un peu tout le monde, de Nvidia et puis des clients, hein, comme les Alphabet, Amazon et autres notamment. Donc on devrait encore avoir au moins un bon semestre 2025 sur le moyen terme sur Nvidia. Et on le voit avec cette petite phase, hein, de congestion dont on essaye de partir déjà. C'est plutôt favorable aussi. Et puis Tesla, qui a pris quand même x2 depuis l'élection de Trump. Donc on doit avoir des prises de bénéfices importantes. Même si l'entreprise va être favorisée, hein, avec le rapprochement entre Elon Musk et Trump. C'est un peu cher ici, 500 $, donc ça baisse, on est déjà sur les 400. On l'avait dit, hein, sur quelques jours après les premières baisses ici, la consolidation à suivre nous intéresserait vers les 313, 350, donc c'est la zone qu'on verra. On regarde les indicateurs, on est encore beaucoup trop haut, hein. Pour investir ici, on a déjà eu la phase de conso qui s'est mise en marche, et on n'est toujours pas sur la ligne des zéros au niveau MACD, donc je pense qu'il faut attendre encore quelques semaines au moins, en janvier, début février, pour espérer revoir un titre sur ces niveaux-là et acheter peut-être le futur de Tesla. Mais les chiffres sont pas exceptionnels non plus, donc pour moi, c'est trop valorisé sur ces niveaux-là, hein, Tesla. Et enfin, les valeurs du CAC 40 avec Accor. Accor qui viennent de taper, hein, leur plus haut. Et ce que je voulais voir, c'était... Alors là, on l'a en 10 000. C'était le plus haut de 2018. C'est celle-là, hein, c'est à 44,6, qu'on vient de casser, notamment ici le 5 décembre. Donc on vient de taper un plus haut de vieux de 6 ans. Attention peut-être à court terme, même si on reste haussier. Là aussi, on est rentré au CAC 40 récemment, on a fait une belle performance. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer sur une valeur comme ça assez chère? En court terme, j'attendrai un peu, peut-être, ça semble pas la meilleure des options sur Accor. Air Liquide, ils sont déjà revenus sur leur zone de gap ici à 158. Et ils ont rebondi. Pour moi, c'est un signal important. Et puis le deuxième signal important, c'est le comblage de gap court terme qu'ils avaient créé ici. Air Liquide, pour moi, ça s'achète. On a potentiellement les dernières zones ici de construction avant à nouveau un retour de la croissance du cours, hein, parce que ça fait 1 an qu'on ne fait rien sur Air Liquide et qu'il y a toujours des chiffres, des marges, la visibilité réglée un peu comme une horloge sur Air Liquide. Donc la perte, hein, et la descente de près de 12% sont pas vraiment justifiées sur Air Liquide, donc plutôt un bon moment pour acheter et jouer le long terme sur la valeur. Airbus, très favorable aussi, avec notamment les problèmes de Boeing, le carnet de commandes qui est plein pour plusieurs années, et puis on l'avait dit, la phase d'achat long terme ici dans l'ellipse, et derrière ça a cassé en 2 fois, donc depuis octobre-novembre, on est largement positif sur Airbus, là aussi. Plutôt intéressant à acheter en moyen-long terme. Court terme, c'est pas forcément la meilleure des choses. On peut avoir un retest également sur les 148 avant un rebond. Mais on est quand même haussier moyen-long terme sur Airbus. ArcelorMittal, qui pâtit un peu, hein, du manque de reprise, notamment en Chine, et de la demande un peu globale sur l'acier, la construction. On revient quand même, et on le voit sur ce graphe un peu à long terme, les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus hauts, et finalement la volatilité qui est en train de se restreindre, donc la phase de congestion
Et on a un ArcelorMittal qui revient sur ces niveaux-là, hein. Février 2021 ou septembre 2022, octobre 2023, on n'est pas sur des niveaux très hauts. On n'a pas encore de gros signal pour acheter, donc c'est ça qui manque, je pense, sur Arcelor. C'est un début de reprise construction Chine, mais on le voit, ça dégrade pas, ça dégrade plus. On travaille ces niveaux-là. Plutôt confiant quand même, mais on attendra un peu pour acheter avec une vraie réaction du marché. AXA, plutôt valeur défensive. Ce qui est intéressant sur AXA, c'est la phase de congestion aussi qui vient peut-être à son terme. On l'a vu ici avec ces nouveaux plus hauts à 36. Elle rentre en consolidation. Elle rebondit sur la moyenne à 200 ici. Et puis là, elle est peut-être en train de sortir déjà de sa phase de congestion. Donc après avoir bien réagi sur sa moyenne à 200 et puis son support à 33. Donc plutôt favorable aussi à confirmer toute cette semaine. Mais on est plutôt favorable pour un suivi de tendance et en train de following sur AXA, BNP. Alors les banquières françaises notamment, qui sont pas très chères hein, par rapport à leurs homologues américaines, toujours des PER assez bas. Est-ce que c'est mérité ou pas? On voit quand même un certain attrait pour les banquières depuis quelques jours, quelques semaines. Sur BNP, il y a un petit bémol parce qu'on a eu toujours ce gap baissier qui a toujours pas été comblé, cette cassure de la moyenne à 200, donc on est plutôt dans une tendance dégradée sur BNP. Même si on a des tentatives de rebond, ça manque un peu de force. Donc moi, j'éviterais encore... elle n'existe plus. J'éviterais la BNP, je pense, et plutôt la Société Générale, qui me semble dans les configs plus intéressantes. Bouygues, peut-être la fin du tunnel sur Bouygues, donc là aussi, on attend aussi le rebond un peu construction, on voit qu'on est sur des plus bas. Alors, il n'y a pas seulement ça, hein, il y a aussi les télécoms, mais bon, les télécoms, ça va pas forcément très fort. Et TF1, le support majeur, 27.7 ici, et on le voit, août 2022, septembre 2022, novembre 2022... Janvier 2023, échec, 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 échec. Et en février, on casse. On revient dessus. Mars 2023, on rebondit. On revient dessus. Juillet 2023, on rebondit. On suit notre canal haussier. Et puis là, on y revient enfin ici. Décembre 2024. Donc pour l'instant, c'est en train de travailler. Et puis l'oblique de correction, on pourrait enfin sortir. Donc là aussi, ce qu'on attend sur Bouygues, bah, c'est un mouvement assez fort. On s'en doutait, hein, après le triple échec sur les 33 et la cassure des 30, on irait plus bas, c'est chose faite. Bah maintenant, on attend la réaction et le retournement avec un gros chandelier de gros volumes pour jouer le rebond technique et peut-être un peu mieux porté par le retour de la construction. Là aussi, on n'a pas encore les chiffres, on n'a pas les données, on n'a pas le signal, mais on est dans des configs d'attente qui sont plutôt intéressantes à surveiller. Bureau Veritas, ils sont entrés au CAC 40 récemment, j'avais fait un petit point. Je suis pas totalement favorable hein, sur Bureau Veritas, sur ce que j'avais vu au niveau des chiffres. D'autant qu'on valorise maintenant plutôt bien par rapport à ces derniers mois. On a ce support intéressant sur les 27.8 qui avait empêché le titre, on le voit pas mal de fois, hein, notamment le plus haut de 2021. Et les plus hauts de mars, mai et juin 2024, avant de casser sur un gap qu'on n'a toujours pas comblé, le gap des 26,9. Et depuis, bah, on s'est pas forcément envolé, donc peut-être que les 26,9, on va les combler avant de repartir. C'est pour ça que moi j'éviterais peut-être d'investir maintenant. Je surveillerai cette zone-là, et puis sur un comblage et un rebond, ça pourrait être intéressant. Capgemini, ils reviennent bien, ils sont tellement dévalorisés eux aussi. On est passé de 223 à 150, on a perdu un tiers de la valorisation en 9 mois. On a eu pas mal aussi d'investissements de fonds américains ici autour des 175, je crois, 180, c'était par là, c'était à la rentrée. Et depuis, le cours a fait que chuter, mais on est revenu où? Bah, on est revenu là, sur des niveaux historiques, 2022, 2023, ça a été racheté avant de repartir. Et là, on y revient aussi. On fait une petite phase de congestion dont on est peut-être en train de sortir. Le support, ici, les 155 environ,
qui avait permis au titre de sortir, notamment au mois de mai 2023. Bon, il a été enfoncé, mais on voit qu'on le travaille toutes les semaines, hein, on est dessus. Et là, on commence à aller plus haut, c'est ça qu'on surveille, cette zone-là. Les 160, parce qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. Et là, les 160, on a mis des mèches, mais on n'y arrive pas. Mais si on finit au-dessus des 160, je pense que derrière, hein, on a la zone d'investissement ici qui va nous faire un rebond technique. Donc sur Capgemini aussi, ça se surveille. Et on voit que sur pas mal de valeurs CAC 40, hein, on est un peu au tapis, on est un peu au plus bas. Mais sur des zones de réaction potentielle, et statistiquement, c'est des zones qui réagissent plutôt bien. C'est pour ça qu'on peut être peut-être favorable sur le rebond du CAC. Mais il n'a pas encore lieu, on le voit, hein, sur pas mal de valeurs. Carrefour, c'est pas terrible. On dézoome un peu pour voir les plus hauts de plus en plus bas. Et puis les plus bas, hein, qui montaient bien jusqu'ici. Cet été, on a enfoncé. On a fait un W quand même pour réagir. Mais on a eu ce triple échec sur les 15,7. Janvier 2024, mai 2024, septembre 2024, échec. Et derrière, on revient sur les moyennes. On revient sur le support à 14,6 et on casse encore. Donc on voit qu'il n'y a rien de fait toujours sur Carrefour. Et qui ne fait que baisser. J'éviterais, hein, d'acheter cette valeur Crédit Agricole un peu mieux que la BNP, mais là aussi, cassure de moyenne à 200, on reteste et pour l'instant, il est toujours en dessous. Alors oui, la tendance, elle est forte, mais on l'a quand même un peu entamé et un peu dégradé depuis le mois de novembre. Et tant qu'on ne revient pas au-dessus, pour moi, c'est en mode dégradé et on a plus de chances de revenir ici sur l'oblique, le support, et puis de baisser. Donc, plutôt attendre, et on va revoir la Société Générale tout à l'heure. Danone, plutôt favorable sur Danone. Alors, on a ce petit canal baissier éventuellement, ou ce travail sur support à 64, plutôt favorable quand même. Mais là aussi, il n'y a pas de catalyseur, et puis il n'y a pas trop de transfert de flux. Il y a beaucoup de valeurs qui sont beaucoup plus volatiles, qui vont intéresser les investisseurs. Je pense que sur les résultats, ça bougera pas mal sur Danone. Ce qu'on attend, c'est surtout un peu la digestion et puis le fait que les moyennes remontent un peu sur le cours avant de repartir. Mais là aussi, on est plutôt favorable sur Danone, hein. C'était un plan qu'elle avait annoncé, c'était ici, je crois, à l'été 2024, qui était plutôt très bon, avec un recentrage sur les marges intéressant. Donc, toujours plutôt favorable. À court terme, c'est ça, hein, on voit qu'il n'y a pas de catalyseur, pas de zone d'achat intéressante, pas de gros signaux, donc plutôt attendre. Mais sur le moyen long terme, on sera favorable. On en reparlera évidemment, hein, s'il y a des signaux intéressants d'Asso Systèmes qui tentent de revenir. Mais là aussi, hein, on voit les échecs sur les anciennes résistances. Et elle n'arrive jamais à battre ses anciens plus hauts. Cassure de moyenne à 200 ici au mois d'avril. Reteste au mois de mai. Derrière, on dégrade. Le rebond technique sur la résistance à 36, échec. Le rebond technique sur moyenne à 200, échec. Donc pour l'instant, on n'a que des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc il faudra casser un peu cette dynamique. C'est peut-être ce qu'elle a entamé ici dans son canal haussier, mais il faudra dépasser cette zone-là. Les 35,3 pour redevenir positif sur Dassault. Edenred. Moi, j'aime bien Edenred. C'est trop décoté. Ils ont pris moins 50%. Il y a Pluxee aujourd'hui qui a bien marché notamment. Les problèmes de fraude en Italie notamment, ils sont dans le cours maintenant, hein, donc plus trop de surprises. Et on le voit, ce début de réaction avec ces plus bas qui datent maintenant du mois de mi-novembre, hein, donc ça fait décembre, ça fait presque 2 mois. On voit une tentative de retournement. Alors ça va prendre du temps, mais c'est tellement bas. Et puis on voit des pics de volume qui commencent à arriver à nouveau. Moi j'aime bien. Alors forcément la zone de gap ici à combler pour redevenir vraiment positif sur les 33,8. Mais ça pourrait arriver peut-être plus vite que prévu. Donc sur Edenred, très, très favorable malgré le graphe qui peut sembler faire peur. Moi j'y vois surtout un gros potentiel de rebond pour le moyen long terme. Sur Edenred. NJ, plutôt favorable quand même sur NJ. On voit les rachats sur moyenne à 200 récemment. Ici, pas mal d'échecs sur les 15-16, mais derrière, on rampe plus tellement, hein, après les échecs. Et cette petite cassure ici, on le voit, la phase de congestion octobre
décembre, et puis depuis le début de l'année, on tente un rebond, un énième rebond pour aller encore jouer les 16, mais l'énergie, et notamment l'électricité, en demande avec les data centers, avec l'intelligence artificielle et puis toutes les techs. Bah, le pétrole, c'est pas toujours le meilleur des produits, donc ce que fait Engie, ça peut aussi être plutôt favorable. Ça manque un peu de volume quand même. On a repris depuis le jour de l'an là, mais on le voit, il n'y a pas de pic marquant comme on avait pu voir ici sur la vente puis le rebond de cet été. C'est un peu mou sur Engie. Il nous manque vraiment quelque chose de très fort pour se dire tiens, on va rentrer, même si ça reste plutôt favorable. Et Essilor, alors là aussi, belle valeur, plutôt valeur défensive de fonds de portefeuille, qui a de grandes chances de continuer à performer. Sur le court terme, pas forcément idéal. On voit qu'on est monté un peu haut, on consolide, mais plutôt à plat, donc ça c'est plutôt quand même une chose, un signe de force, mais on pourrait aller quand même beaucoup plus bas. Donc là, on va jouer plutôt le long terme sur Essilor. Et puis si on veut rentrer, on attendra peut-être un excès du marché ou un retour sur les 219. Mais on reste favorable sur Essilor, Luxottica, Eurofin, non. Non, 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 je le dis à chaque fois que je vois, le graphe il est horrible. Les chiffres ils sont pas bons. Qu'est-ce qu'ils font encore au CAC 40? Je me le demande. Hermès, et on le voit sur le secteur du luxe, pourquoi Hermès est leader. Ils font 0,2. On va voir les autres valeurs du luxe. Hein. LVMH moins 1,3, Kering moins 2,2. Et Hermès, eux, ils sont positifs. Donc là aussi, les annonces de Trump ont beaucoup pesé, notamment pour les droits de douane. Mais c'est qu'une partie hein, du problème, parce que tant qu'on n'aura pas aussi la reprise de la Chine, le rebond qu'on a, il va s'essouffler. Donc, la volatilité, on va l'avoir avec Trump, mais la véritable tendance et la méga tendance, et puis la dynamique, on l'aura avec la Chine, pour l'instant, qui n'est pas là. Donc, c'est plutôt à mettre entre parenthèses, même si on veut jouer le luxe, toujours hein, jouer les plus forts et jouer, selon moi, Hermès. On se rapproche hein, de la résistance à 2413. Mais le catalyseur Chine n'est toujours pas là, donc je serais surpris si on n'a pas la Chine qui réagit très rapidement, que le rebond continue. On ira plutôt vers les 2226 et puis travailler un peu notre support, je pense. Kering, c'est pas un des plus forts, c'est un mauvais élève, et ça continue à avoir du mal. Je n'aime pas Kering. Legrand, c'est un peu décevant quand on voit ce que fait Schneider Electric. Techniquement, c'est pas terrible non plus, parce que cassure de moyenne à 200, retest, échec. Alors derrière, on a quand même cette phase de congestion avec le support à 93 qui peut nous amener à un retest rapide et repasser au-dessus des 98. Auquel cas, on redeviendra positif sur le grand. Les fondamentaux sont plutôt bons, la visibilité aussi, mais là, techniquement et à court terme, on est négatif hein, quand on voit ça. On se dit, aïe aïe aïe, on va plutôt aller ici vers les 87. Donc pour le grand, ce qu'il faut, c'est rapidement casser cette zone-là et puis revenir hein, sur les 98 euros. Et là, on pourra acheter. Là, ça semble, là, on est un peu sur un moment clé sur le grand L'Oréal. Ça a beaucoup baissé aussi, comme tout le luxe. Et on va voir le pourcentage hein, sur L'Oréal. En 5 mois, 32%, un tiers de la valeur en 5 mois. Quand on connaît L'Oréal, les bons chiffres aussi, leur situation géographique et puis les marges qu'ils ont. Oui, ralentissement forcément, et puis on était sur des plus hauts, donc prise de bénéfices normale, mais on revient là aussi sur l'ancien W hein, de l'année 2022, qui avait permis au titre de bien exploser. Et puis ce support autour des 320, qui a été enfoncé que de quelques euros. Et le rebond technique aussi ici, qui est intéressant. Alors on l'a vu, hein, la chute, ici c'était l'annonce, je crois, du directeur qui avait dit que le luxe et le secteur du luxe allait peiner. Hein, c'était l'été 2024. Tentative de rebond. Le vrai rebond technique ici, sur les 410. On le voit, hein, 410 le plus bas, 410 racheté, 410 on a testé mais on est en échec. Et on est revenu ici.
Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On suit l'oblique, on suit la moyenne à 20. Et c'est ici que ça rebondit. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Phase de congestion, accumulation. Ce qui nous fait dire que la chute est terminée sur L'Oréal. Quand on a ce genre de graphe, on peut anticiper peut-être le début d'un retournement. Là aussi, retournement en V, ça se fait qu'au Nasdaq, hein, généralement, donc pas sur les autres valeurs, mais un retournement qui va mettre du temps. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, donc là, on est quoi? On est à l'été 2025, potentiellement pour revenir sur nos 410. Et c'est peut-être maintenant, hein, qu'il faut le prendre. Le vrai signal aussi, là, on ne l'a pas, hein, de signal d'achat sur L'Oréal. Mais on a quand même tout qui se met en place pour nous signaler probablement la fin de la baisse sur pas mal de valeurs luxe, dont certaines qui ont déjà bien rebondi. Et L'Oréal a pas trop profité de ce rebond, je trouve. LVMH, on le voit, hein, le rebond intéressant de LVMH. Là aussi, la chute peut être terminée, mais il nous faudra la Chine, hein, ou l'Asie-Pacifique, mais ça n'a jamais été le marché numéro un, pour repartir un peu mieux. Là aussi, on a énormément perdu sur LVMH. On le voit, le rebond, il est en dessous, hein, des anciens rebonds techniques. C'est pas un leader, c'est pas par rapport au graphe d'Hermès. On sent qu'il y a moins de force, donc pas forcément la valeur à jouer. Michelin, gap baissier, derrière tentative de rebond. On l'avait dit ici le 11 novembre. L'objectif, c'était ça, d'aller combler le gap à 28,71. Je crois qu'il y a un gap là, hein, qui existe toujours. Et voilà, cette zone-là, accumuler, rebondir et signifier la fin de la baisse. Pour l'instant, on voit, on suit l'oblique, la première oblique de correction. Donc on est toujours baissier sur Michelin, donc rien n'a changé. On va voir si elle arrive à éviter de redescendre sous les 30. Mais pour l'instant, c'est assez négatif quand même. On n'a pas de signaux forts et positifs sur Michelin. Orange, c'est un peu chiant, Orange, il se passe rien. Alors on zigzague un peu éventuellement pour jouer le bas, hein, autour des 9 et vendre autour des 10. Mais pas de catalyseur, des chiffres un peu mous toujours. On a d'autres valeurs qui ont mieux marché. On pense à Nokia notamment, hein, qui a bien performé. Alors c'est pas forcément, c'est plus les télécoms qu'Orange, mais c'est pas terrible ce que nous fait Orange. Et je les attendrais plutôt vers le bas, à moins qu'ils nous sortent des chiffres énormes. Il y a aussi pas mal d'opérateurs qui fait que les marges s'en ressentent et il y a une guéguerre un peu qui pénalise tout le monde. Quel catalyseur pour voir Orange progresser? Peut-être un autre secteur géographique où personnellement je vois pas trop, donc Orange ils me font plutôt peur, moi. Pernod Ricard, toujours la Chine. Le déstockage a eu lieu, donc le déstockage il est à peu près terminé, mais maintenant on attend la relance, là, on attend les commandes, et ça se fait pas trop. On a eu une première alerte ici, mais dans un marché tellement dégradé, c'est ce qu'on disait, les reprises en V, ça n'existe pas, ça n'existe que sur le Nasdaq. Donc sur Pernod Ricard, on ne pouvait pas avoir de reprise comme ça, il fallait déjà mettre les premières pierres en place, et derrière, on a encore dégradé la tendance ici, gap baissier. Alors là, on cote plus grand chose, hein, sur Pernod Ricard, mais tant qu'il n'y a pas de vente, c'est ça. On a un marché qui est focalisé sur le futur à 3 mois, 6 mois, et pour l'instant, c'est pas bon. Mais dès qu'il va avoir des bonnes nouvelles, il va les racheter, il va les survaloriser aussi. Donc là, on a peut-être probablement une action qui est sous-valorisée et qui mériterait d'être au-dessus. Mais tant que le marché n'achète pas, on peut casser les 100, on peut aller plus bas. Et il faut attendre une grosse réaction. On voit quand même que sur ici, des pics de volume existent, mais ils ne sont pas suffisants. Il faudra avoir des belles annonces là aussi de nos amis chinois pour jouer enfin le rebond. Et le rebond, il devrait être important parce qu'il devrait être amplifié aussi par le fait qu'on est décoté, hein, quasiment x2. On était à 200 euros, on est sur les 100 euros.
Ça pourrait être intéressant à jouer, mais là aussi, ça va être une question de timing. Publicis, oui. Publicis, c'est costaud. À chaque fois qu'on a des consos sur la moyenne à 200, c'est racheté. 2024, on le voit à chaque fois conso, on fait quelques échecs sur les 104, 105, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Les moyennes à 200, elles remontent, elles s'aplatissent, comme ce qui s'est passé ici en 2022. Hop, on revient. On a une grosse période ici d'accumulation où il ne se passe rien. Et puis, une fois que le cours est revenu sur les moyennes à 200, hop, on repart. Et là, c'est ce qui s'est passé. Alors, on a eu un petit effet ici de dégradation, mais dans lequel on est vite reparti. Mais finalement, on retrouve ce phénomène-là d'accumulation un peu à plat. Et les moyennes les plus hautes qui sont là. Et Publicis qui vend pas mal aussi aux États-Unis, donc un marché porteur, avec aussi le dollar très fort, ça devrait les aider à repartir. Donc on est favorable aussi sur Publicis. On attend quoi? Éventuellement juste un petit signal MACD. On est neutre un petit peu là. Mais dès que ça va s'inverser, on va le voir, l'inversion de tendance niveau MACD, le RSI qui devrait performer aussi. Et surtout la cassure court terme ici. C'est une question de jour peut-être pour acheter Publicis. Renault, une des rares automobiles à fonctionner hors Chine, toujours plutôt favorable. On a ce gap baissier qui n'a toujours pas été comblé. On travaille un peu la résistance à 47. Et la consolidation qui est en train de se faire à plat, plutôt favorable. Moi, je verrais bien Renault passer la seconde pour aller chercher un peu la zone bleue ici sur les 49,50. Et là, on pourrait peut-être se dire de monter les stops ou de vendre. Mais pour l'instant, il y a encore un petit potentiel à aller chercher sur Renault. Alors, le secteur auto qui peut bouger fortement, surtout avec les droits de douane aussi. Mais Renault, c'est la seule qui a réussi à bien vendre dernièrement, même si le secteur électrique n'a pas été très, très favorable. Safran, toujours plutôt positif sur les moteurs d'avion et aussi la maintenance des moteurs d'avion qui rapportent beaucoup d'argent à Safran. Des revenus récurrents et plutôt importants. On avait parlé de cette consolidation ici et la cassure. 19 septembre, on casse. On va chercher la résistance, on revient sur le niveau qu'on avait cassé, et puis après on met la tendance en place avec le rachat sur moyenne à 200. Donc techniquement c'est très propre. C'est un graphe d'école presque, donc on est toujours plutôt haussier sur Safran. La visibilité est là aussi, donc pas de mauvaises nouvelles. Saint-Gobain qui nous fait un beau graphe long terme aussi avec un gros support à 80 €. Le plus haut à 91. Le début de conso avec les plus hauts, de plus en plus bas. On a peut-être un niveau intermédiaire là. À voir. Donc si on reste dans cette zone-là pour casser fortement, ou alors revenir sur les 80. Donc on voit qu'on a un scénario un peu plus fort ici où on cassera. Ou alors un scénario un peu moins fort ici où on cassera peut-être un peu plus tard, et puis le scénario numéro 3 où on vient sur les 80 et on casse. A priori, on va plutôt jouer le scénario 1 ou 2. Sur Saint-Gobain qui reste haussier. Sanofi, ça y est, c'est en train de partir Sanofi, on l'avait dit, la cassure ici de moyenne à 200, et puis notamment avec le gros rachat du 17 décembre. Boum. On a rattaqué, on est repassé au-dessus, et on a cassé la moyenne, l'oblique de résistance. Alors on va nettoyer un peu parce qu'on voit rien. Hop. Donc on est revenu ici travailler, et puis on casse, on le voit, cette oblique 106 sur les plus hauts qui a été pas mal touchée, donc c'est vraiment une oblique assez pertinente. Alors moi je l'avais mis ici, je la préfère ici. On a éventuellement une autre qu'on peut mettre comme ça, qui est beaucoup plus long terme. Donc là, il y a deux écoles. Hop, on va mettre les deux. Mais on voit que c'est positif, notamment sur les 93. On avait créé un gap sur les 93 au mois de juillet. On était revenu, on avait lancé la Sanofi vers les 106. Et puis on est revenu, on a créé un gap aussi sur ces niveaux-là.
On le recasse à la hausse, donc certainement un gros signal d'achat aussi sur beaucoup de valeurs santé qui sont intéressantes décembre, janvier. Et avec la baisse des taux, notamment Schneider Electric, le champion notamment de la baisse des coûts électriques sur les data centers, de plus en plus d'argent. Donc les gros clients ont besoin de Schneider Electric. Et là aussi, bah, c'est un peu comme Publicis. Ça monte, ça monte, ça monte. Et puis après, bah, soit ça consolide, soit ça consolide un peu à plat en range, en attendant le retour des moyennes. Et ça repart. Et c'est un peu ce qu'elle a fait dernièrement ici. On est allé les chercher là carrément. Et là, on va certainement les attendre. On vient de mettre un plus haut historique ici sur les 255, mais l'écart avec la moyenne à 200 est pas énorme, 10%. On pourrait même repartir déjà maintenant. Mais si ça travaille un peu encore en range, pas comme ça pourrait faire ça. Donc attendre éventuellement si on veut jouer le court terme et la meilleure porte d'entrée. Mais sinon, en moyen long terme, on est toujours plutôt positif sur Schneider Electric avec un support très important ici sur les 235. Société Générale, alors par rapport aux autres bancaires, on le voit, elle avait beaucoup monté avec notamment une vente d'un immeuble qui lui avait rapporté pas mal. La résistance sur les 27,7, c'est pas son plus haut historique, on a les 31 ici. Les 27,7 d'avant dissolution qui ont été retestés. Et là, on y revient quasiment aujourd'hui avec un rendu aussi qui est très faible. C'est-à-dire qu'on va tester les 27, on s'en rapproche le 13 décembre, on s'en rapproche encore une fois, et puis on le voit, la volatilité, il y en a plus. Donc ça, c'est plutôt favorable. Ça plaide pour une cassure des 27,7, un achat avec peut-être un gros chandelier. Boum. Et une montée vers les plus hauts de Société Générale, peut-être pour aller travailler cette zone entre les 27 et 31. Donc plutôt cette valeur-là, cette banquière-là à acheter, je pense, Société Générale par rapport à BNP et Crédit Agricole. Stellantis, non, toujours pas. Gap sous les 14, il y a eu beaucoup de problèmes aussi aux États-Unis. Elles vendent beaucoup aux États-Unis, mais on a eu des aides sur les véhicules électriques aussi et étrangers qui n'ont pas été renouvelés. Donc Stellantis, ils vont avoir des problèmes là-dessus. Il y a un peu que des mauvaises nouvelles sur Stellantis, donc il faut éviter. Si on veut jouer le secteur auto, c'est plutôt quelques américaines, les chinoises ou Renault. Mais Stellantis actuellement, il donne aucune garantie. ST Microélectronique, toujours négatif. Malgré le chandelier hier, on a dit potentiellement oui, mais moi j'y croyais pas trop. On voit que ça redescend déjà aujourd'hui. Ça fait partie des mauvais élèves et on va pas trop jouer ceux-là. Dans le secteur des semi-conducteurs, on va jouer les leaders et on va attendre vraiment qu'il y ait une grosse dynamique. C'est cette grosse dynamique qui va emmener les petits vers le haut. Tant qu'on n'a pas ça, et on voit que c'est en train de construire aujourd'hui sur Nvidia, sur d'autres. BE semi-conducteurs qui fonctionnent bien, mais on le voit, STM, non, ils n'y arrivent pas, donc plutôt à éviter. Et on aura certainement plus de chances d'avoir des mauvaises nouvelles que de bonnes sur ce genre de valeur. Téléperformance. Là aussi, il faudra attendre, je pense, les résultats parce qu'on attend un peu ce que va faire Téléperformance, s'ils vont réussir à réduire leurs coûts, notamment sur les centres d'appel et l'implémentation de solutions intelligence artificielle pour réduire le coût et avoir moins de personnel. Pour l'instant, le marché n'y croit pas trop, mais le marché arrête de vendre aussi. On était passé de 377 à 77. On a perdu 78% en 2 ans, un peu plus de 2 ans. On y revient. Et tant qu'on tient un peu cette zone-là, a priori, il n'y a plus de vendeurs. Alors si on les revend, si on les recasse, catastrophe potentielle, mais on voit que finalement, on a peut-être des chances d'avoir un rebond. Mais là encore, le signal, on ne l'a pas et on l'aura peut-être avec les résultats. C'est un graphe qui reste assez médiocre quand même et plutôt baissier. Thales, belle journée. Alors on a eu aussi Trump qui nous a dit, notamment dans le secteur de l'armement, qui monte beaucoup. On l'a vu sur beaucoup de valeurs armement, Rheinmetall aussi, qu'il faudrait que les pays de l'OTAN montent leur budget défense à 5% du PIB. Je crois qu'on était à 2% ou 2,5%. Donc
une multiplication par 2 hein, des dépenses de la guerre et de la défense. Et on l'a vu hein, depuis la guerre Ukraine-Russie, il y a déjà eu des budgets qui ont été augmentés et ça risque d'être pérennisé, voire même encore augmenté. Donc oui, oui, pourquoi Thales? Parce qu'ils n'ont pas tant profité que ça par rapport à d'autres valeurs. Et ça me semble là aussi le PER assez faible par rapport à d'autres. On a aussi l'espace hein, avec Thales qui peut peut-être progresser. Et Thales, on le revoit, ici il est 137. Là aussi, hein, comme sur beaucoup de graphes, on monte, on monte, on monte. Après, on a cette période d'accumulation. On attend le retour des moyennes les plus longues et on remonte. Et on est revenu sur ces niveaux-là. Alors, on a eu ces annonces avec les enquêtes hein, des Britanniques, notamment sur les enquêtes de corruption. Sur un secteur aussi sensible que ça, c'est pas certain que ça donne grand-chose, hein, donc pas forcément très inquiet. Et puis, ces rachats quand même avec les mèches basses qui sont intéressantes et qui se multiplient quand on voit quand même pas mal de mèches basses sur ces niveaux-là et puis encore sur les supports ici sur les 130, 140, on voit qu'il y a beaucoup de zones de rachat, il y a des pics de volume. C'est plutôt favorable et on le voit donc avec l'annonce de Trump aujourd'hui, ça a augmenté. Il a pris une petite ligne pour jouer un peu le rebond court terme. Favorable sur Thales, d'autant que oui, depuis à part les deux dernières journées, hein, on était revenu ici sur des niveaux de 2023. Donc, malgré la hausse, on avait tout rendu sur Thales. C'était pas forcément mérité, je pense. Donc là aussi, il y a une petite sous-valorisation. Et puis, gros chandelier, les volumes sont pas faramineux, mais ça commence à revenir un peu. Il faut évidemment combler le gap ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de mèche. On va le regarder en minutes. On ouvre ici. On monte très rapidement. Ensuite, on digère un peu la journée et on finit. Hop, on continue d'acheter. On achète, on achète, on achète. Et on finit à 145. C'est-à-dire qu'on a fini à la dernière minute. On a fini au fixing. Parce que la dernière minute, on est là. À 145,15. Et au fixing, on est à 145,45. Avec beaucoup de rentrées d'investisseurs qui sont rentrés sur les dernières minutes. Hein, quand le marché était clôturé. Ou en phase de clôture, pour jouer la continuation. Et ça, c'est aussi quelque chose de marquant. Le fait de ne pas avoir trop de mèches hautes, donc on a une dynamique très forte qui se met en place dans la journée, ce qui devrait se continuer les prochaines heures. Donc plutôt favorable sur Thales. Là aussi, grosse visibilité, gros fondamentaux, momentum avec les problèmes géopolitiques et Trump. Donc a priori, si on prend en compte aussi la décote, pas forcément justifiée, et le fait que d'autres valeurs défense et guerre aient monté beaucoup, et Thales pas tant que ça, ça mérite pour moi le rebond, et on ira, je pense, combler le gap assez rapidement. Total Énergie, ça y est, on est enfin revenu ici sur les 55. C'était la zone hein, qui avait servi de support, qu'on avait enfoncé. On a passé quand même 26 novembre, 8 janvier, donc c'était un peu la zone de panique pendant 1 mois et 12 jours. Et on y est revenu. Et on le voit, hein, ça coïncide aussi avec la première oblique de correction qu'on avait un peu tapé et qu'on pourrait à nouveau casser et remonter. Donc là aussi sur Total Énergie, on le voit, le RSI il est monté à une vitesse et on n'est toujours pas en surachat. On n'est qu'à 63 au niveau RSI. Donc on a encore toujours un potentiel de montée assez important. Et surtout, on le voit, on fait que monter hein, quasiment tous les jours. Donc toujours favorable sur Total. Je pense pas qu'on ira plus bas. Il y avait quelques abonnés qui attendaient éventuellement Total ici hein, sur les 46. Moi, je suis déjà surpris qu'il ait enfoncé les 55. Alors là, on y revient. Faudra travailler. Alors, les 50, pas forcément dit qu'on n'y revienne pas. Parce qu'on peut avoir un scénario. Un scénario comme ça où on est encore en échec. On revient sur les 50 et enfin on casse. Ou alors un scénario d'accumulation sur support
et on casse un peu vers le haut. Alors, on a une demande toujours un peu faiblarde par rapport à l'offre, hein. Il y a beaucoup d'offres de pétrole de la part des États-Unis, de la part des pays producteurs de pétrole, hein, l'OPEP. Mais là aussi, depuis le mois d'avril, on a considérablement baissé au niveau de Total. Donc, on a quand même une valorisation qui est à mettre en relation avec le cours, hein. 50 euros, c'est relativement faible pour Total, qui verse aussi du dividende tous les 3 mois relativement important. Donc je pense qu'on aura la confirmation peut-être cette semaine ou la semaine prochaine d'un arrêt de la chute, parce que là le graphe est toujours baissier, mais ça pourrait changer très rapidement, hein, si on se maintient sur les 55. À Unibail, bref. Alors il n'y a plus le gap ici. Ils viennent de le combler hier. Le gap sur les 76,26. Hop. Il y avait eu des grosses ventes aussi. Alors j'avais pas totalement suivi ce qui s'était passé autour des 72 euros. Maintenant, techniquement, on reste quand même plutôt propre, hein, sur Unibail. Mais là aussi, bah, on pardonne moins à une valeur qui a pris 100% en 7 mois. Donc on a fait du x2 aussi. Forcément, il y a des prises de bénéfices. Il y a un peu de digestion. Le moyen terme est plutôt favorable quand même sur l'immobilier commercial, hein, qui revient bien. Maintenant, là aussi, il faudra des catalyseurs qui viendront peut-être avec les chiffres du quatrième trimestre, hein, s'ils sont bons pour aller enfin casser ces 82. À court terme, qu'est-ce qu'on peut espérer? Bah, c'est que cette petite phase de congestion soit cassée assez fortement. On le voit ici. Donc l'oblique blanche pour l'instant, ça résiste, mais on est plutôt confiant si on regarde le graphe, hein, avec le retour ici sur les 70 et le rebond. 70, c'est notre vrai gros support intéressant, hein, qui avait été un peu enfoncé ici au mois d'août, fameux 5 août avec le carry trade, mais derrière, hein, ça tient. Donc ce qu'on attend sur Unibail, c'est la fin du travail ici et la grosse cassure ici avec un gros signal d'achat pour aller plus haut. Veolia, c'est aussi le moment d'acheter sur Veolia parce qu'on revient sur les 26,6. Souvent acheté avril 2024, août 2024, novembre 2024 et dernièrement décembre. On a éventuellement cette petite oblique de correction qu'il faut casser. Pour l'instant, on la suit, on la tient. Alors, on va être obligé de soit de la casser fortement, soit de casser le support, là, parce qu'il n'y a plus la place, hein, donc il va falloir choisir. Si on tente le rebond sur Veolia ou si on tente le support à 24. Donc attendre encore quelques jours, éventuellement un gros pic, mais plutôt positif quand même sur Veolia, tout ce qui est utilities. La visibilité aussi était plutôt bonne. Mais le marché n'en veut pas, hein. Le marché valorise sur le support pour le moment. Donc voilà. Et Vinci, moi je suis toujours favorable pour moi. C'est parti, Vinci, hein, on verra ces prochains jours. Mais on a des signaux d'achat intéressants. J'en ai parlé souvent, notamment ici sur le support. Et c'est en train de tenter le retournement et le rebond sur Vinci. Et malgré les mauvaises nouvelles qu'on a eues un peu sur le CAC aujourd'hui, hein, on perd un 39, mais on a peut-être une dynamique qui va se mettre en place comme ça, hein, sur Vinci. Donc pour aller taper un peu l'oblique, ici, redescendre, et puis casser. Et avoir un bel été ou une belle fin d'année sur Vinci, on verra, voire mieux. Donc toujours favorable aussi. Je vais pas faire les valeurs abonnées, je les ferai soit ce soir, soit demain. Demain matin, j'aurai peut-être le temps. Même s'il y en a qui sont intéressantes, hein. Allez, on va le faire rapidement. Ça, j'avais déjà fait. Katana Group. Il y a une grosse oblique ici long terme et on voit qu'on est dessus et qu'on est en échec. On a méché en dessous. Par contre, le retournement, il est en train de se préciser sur Katana.
Valeur discrétionnaire, donc pas forcément le secteur à jouer dès la mise en place d'un cycle monétaire où on a la baisse des taux, parce qu'on s'attend plutôt justement à avoir un début de reprise pour revenir sur des valeurs un peu loisirs comme ça. Donc ça semble peut-être un peu tôt. Et hop, fin de la baisse des taux, peut-être juin, décembre, peut-être à la fin d'année, ça cassera et qu'on aura un beau retournement. C'est un peu ça, un peu la temporalité sur Katana. Euh, ça semble un peu tôt, je pense, pour les jouer maintenant. FDJ, moi je suis toujours dessus. Plutôt long terme, on est favorable hein, avec l'OPA sur Kindred qui a été une réussite, qui va leur ouvrir quand même des belles perspectives. Et je pense que les chiffres seront achetés, hein. Les chiffres devraient être très bons. On a un début de réaction sur moyenne à 200, il faudrait confirmer ces prochains jours. Mais on voit qu'à chaque fois qu'on revient un peu la tester, c'est racheté derrière. À court terme et techniquement, on est en phase de consolidation. Mais la visibilité est super bonne, les fondamentaux sont excellents. Je vois pas comment la FDJ pourrait pas performer ces prochains mois. Techniquement, maintenant, faut réagir hein, sur les 35-36. Le grand, on l'a déjà fait. Marathon digital, bah, c'est avec le Bitcoin. Autour des 100 000, hein, on pensait qu'il y aurait une conso. C'est arrivé juste après les 108 000. Derrière, on est en train de consolider un peu. Quelques phases de rachat toujours sur les 92. On voit qu'avec le dernier rebond technique, là, on a éventuellement cette zone-là, les 88 en ligne de mire. C'est notre zone numéro 1. Le rachat sur les 88 000 avant le redémarrage. Moi, j'aimerais bien aller sur la zone numéro 2, les 73 000. On verra. On voit qu'on était tellement haut. On est revenu à peine sur la ligne des zéros. Est-ce que ça suffira? Peut-être pas. Hein. Normalement, on doit aller encore en négatif pour finir la phase de consolidation et puis racheter après. Donc là, ça me semble encore trop tôt sur le Bitcoin. Donc toutes les valeurs crypto devraient aussi avoir un peu de mal, a priori. Et Marathon Digital, idem. Donc ils ont fait leur rebond. Le pullback, peut-être encore, on l'avait dit ici, hein, sur l'ellipse, avant de casser. Mais il faut suivre le Bitcoin. Les zones techniques sont plus ou moins les mêmes. Novavax. Alors les valeurs santé, vaccin et news aussi sont super volatiles, toujours intéressantes à jouer en court terme. Maintenant, ouais, techniquement, ce qui est dommage, c'est qu'on a ici quand même une zone de gap baissier qui n'a pas l'air de vouloir être comblée. On l'a frôlé hier. On a frôlé 50 centimes ou 1 euro quand même. Des petits volumes, mais pas forcément monstrueux. Hein, on le voit par rapport à une explosion potentielle. Il faudra beaucoup plus que ça. Donc ça va jouer sur des news éventuellement. On pourra rentrer en fin de séance si on voit des pics de volume sur les 46 millions, on va dire, 40-50 millions ou plus. Mais là, on tape du 18 millions, c'est pas assez, je pense. Et Novo Nordisk, préféré Eli Lilly. On a toujours le gap baissier dernièrement. On a la tentative de se rattraper aux 86 dollars. Là, c'est à New York. Donc sur Eli Lilly avec, je crois que c'était le Cargesima qui avait fait moins 22% de perte de poids. Donc ça les remettait un peu en course, mais ça mettait pas Eli Lilly vraiment derrière. Et là, la concurrence est là, donc techniquement, on est largement baissier, même si le marché est porteur avec des milliards à la clé. Je pense qu'il faut attendre encore. Sur Eli, un gap ici. Autour des 80 hein, qu'on a frôlé. Ouais, ça demande beaucoup de temps. Je pense faut pas se précipiter. Et sur des bonnes nouvelles de médicaments, hein, phase 2, phase 3, et surtout les sémaglutides, est-ce qu'il y aura une nouvelle génération qui sera encore meilleure que l'autre?
Pour l'instant, c'est pas trop le cas et c'est plutôt Eli qui a repris le lead. Donc sur Novo Nordisk, même si on a perdu beaucoup, hop, on a perdu presque la moitié, hein, 44% par rapport au plus haut. Ça me semble trop tôt pour jouer le rebond parce qu'on va avoir un rebond technique, mais derrière on aura encore une continuation de la baisse, je pense. Donc plutôt en mode observation et rentrer si on a des gros pics avec tout le monde qui se met dessus parce que la nouvelle génération de ces maglutides sera un succès. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les actions qui vous intéressent. Et les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!